va pouvoir commencer, 11h05, et plutôt pas mal. Merci à tous d'être là, on a un petit plein pour accueillir Florent Moussier, c'est vraiment voilà, en tout cas, une grande satisfaction pour nous, parce que c'est vraiment faire le pari d'une certaine clinique et d'une manière de considérer l'adolescent. Voilà, comme étant non pas réduit à la somme de ses comportements, mais que ces comportements ne sont pas regardés comme des symboles, c'est-à-dire qu'ils disent autre chose évidemment. La commande, quelque part, en tout cas l'envie de faire venir Florent Moussier, je ne l'ai même pas présenté, mais vous connaissez, un professeur des universités et président psychanalyste, clinicien, président du SILA. Ça c'est extrêmement important parce que c'est vraiment une instance que l'on suit depuis de très nombreuses années. On était allé justement à la journée du SILA autour de Agir avec ou sans fantasme là l'année passée, pas très longtemps. Voilà, en mars. Et avec vraiment l'envie de faire, voilà, de faire intervenir Florent Moussier sur cette thématique-là, parce qu'on voit bien que sur la scène sociale, la scène scolaire, quelque chose se met en œuvre, se dit ou se dit pas, ou se dit mal, ou se dit d'une certaine manière qui est mal entendue. Donc voilà, la question de la lecture par le fantasme archaïque, la réminiscence de le fantasme archaïque, là je vais m'arrêter là, et pour moi en tout cas quelque chose à aborder, nous au sein des équipes. Ici, il y a à la fois beaucoup de gens du médico-social, de l'éducation nationale, et ça c'est aussi tout le pari de l'association, que de permettre cette culture-là, que cette culture-là se déploie. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que le temps, on a plutôt envie de vous écouter que de m'écouter, même si j'ai plein de choses à dire, mais c'est important de vous donner la parole. On a un temps très contraint, malheureusement, mais voilà, parole à Florent Moussier pour sa conférence. Voilà. Bien, bonjour à tous. Merci d'abord à vous pour cette belle invitation. Et je ne résiste pas au plaisir de vous dire la joie que me procure de vous voir aussi nombreux en ces temps troublés pour défendre une certaine qualité de pensée vis-à-vis de la clinique, et notamment de la clinique de l'adolescence. Donc c'est évidemment très agréable de venir vous parler dans un contexte aussi agréable et de vous voir aussi nombreux. Je vais vous proposer donc une conférence en 3 temps. Un premier temps un peu plus théorique sur la définition de ce que j'entends par recours à l'acte à l'adolescence, pour désigner au fond la distinction entre passage et recours à l'acte, notamment donc dans la clinique de l'adolescence, et vous verrez à travers les nombreux exemples cliniques que je vais prendre, que je vais alterner entre des moments où il sera question de recours à l'acte et d'autres moments où on sera plutôt sur le versant du passage à l'acte. Ça, c'est un premier aspect. Et je vais donc, dans un second temps, explorer la clinique. Avant de vous dire, alors c'est aussi parce que ça concerne une de mes problématiques de recherche actuelle, quelques mots sur la parentalité, dans le sens où il me semble que quand même on ne peut pas tout à fait dégager le sens de ces actes symptomatiques commis par les adolescents d'un certain climat familial, pour ne pas dire de certaines relations d'objets, qui évidemment sont importantes, d'autant plus si on fait une translation avec nous, cliniciens en institution, quel positionnement on élabore par rapport à ces adolescents troublés. Alors pour commencer, quelques mots pour considérer que l'agir est la conséquence d'une chaîne qui part de l'inconscient jusqu'à son actualisation dans la réalité des gestes. L'agir ne prend sens qu'à être interrogé dans son rapport au fantasme. Un fantasme est une production psychique consciente ou inconsciente dont le scénario est centré sur la satisfaction d'un désir. Le fantasme est animé par une représentation d'action. Alors qu'il soit question de séduction, de parricide ou de captation narcissique, les mythes psychanalytiques animés par des adolescents, comme celui d'Oedipe, de Narcisse ou encore ceux de la horde primitive, déplient par leurs actes autant de fantasmes originaires. L'adolescent d'aujourd'hui siège d'une pulsionnalité brute et parfois comme privé de parole, mobilisant de façon régressive le champ des agirs, attaque du corps, conduite risquée,
violence, anorexie, tentation suicidaire, etc. Autant d'agir qui nous montrent dans le quotidien, que ces adolescents nous montrent dans le quotidien de nos pratiques cliniques. Une certaine confusion s'est immiscée dans certains écrits concernant la place du fantasme au moment de la réalisation de l'acte. Ce malentendu consiste à considérer que tout acte symptomatique se fait au détriment de la pensée en abrasant la représentation. Or, si cette éradication de la pensée et du fantasme peut souvent être imputée au passage à l'acte, il n'en va pas de même pour d'autres actes, comme ceux que j'appelle le recours à l'acte. Je différencie notamment les actes ayant une valence objectale, qui représente, on va le reprendre avec Winnicott, un appel à l'environnement. Ces actes-là, je les différencie des actes à valence narcissique, qui tendent à éradiquer l'autre en tant qu'objet total et humain. Ces passages à l'acte visant avant tout à tenter de figurer des traumatismes précoces. La vitalité et le sens des agirs adolescents, par-delà leur répétition parfois décourageante, mobilisent massivement le contre-transfert de nous cliniciens. À nous de ne pas passer à côté de cette chance élaborative au service de la compréhension des adolescents dont nous avons la charge. J'agis donc je suis pourrait être la devise latente de ces adolescents. L'acte a l'avantage de donner au sujet une preuve de sa présence subjective au monde, affirmée comme une évidence qui se donne à voir. Si je fixais un classement affectif, je mettrais mes sœurs en premier, ma copine. Je ne sais pas si j'inclurais ma mère dans ce classement. On a une relation aléatoire, me dit Renaud, qui a 17 ans, et que je reçois dans mon cabinet. Le père de Renaud est mort alors qu'il était enfant, et sa mère a récemment rencontré un nouvel amant. Elle n'est plus là quand il rentre du lycée. Je me demande ce que je ressentirais si elle mourait. Je serais sans doute triste à long terme, mais pas sur le moment. On n'a plus la même relation qu'avant. Il commente encore. Mon rapport à l'absence est ce qu'on a trouvé de plus important ici, je crois. Avec son amie, il n'arrive pas à sa petite amie, il n'arrive pas à s'absenter, il la colle, elle le lui reproche avant de rompre. Il évoque sa jalousie, sa demande d'exclusivité, l'omniprésence exigée vis-à-vis des filles qu'il rencontre désormais, avant de me dire « je n'arrive pas à oublier la première ». Évidemment, moi je pense à une autre première. C'est avec elle que c'était le mieux, y compris sur le plan sexuel. Avant d'évoquer un souvenir de début d'adolescence. « Tu te débarrasses de moi », reprochait-il à sa mère lorsqu'elle l'a envoyé en pension à la suite de son absentéisme scolaire. Il se coupe alors au niveau des bras, se désespère qu'elle ne le remarque pas, malgré ses t-shirts à manches courtes. Le recours à l'acte, tel que je l'entends, comporte une dimension de scénarisation exhibitionniste qui a pour visée inconsciente d'être vue dans l'espoir d'être entendue. Les tentatives de suicide, conduite à risque, scarification ou autres conduites transgressives suggèrent que se montrer, comme nourrir un espoir, relève d'une fantasmatique inconsciente adressée à un objet ou une instance. Ce temps du coup agi et de son après-coup à potentialité élaborative n'est pas sans écho avec l'hypothèse de Freud à propos des duos de rêves dans la même nuit. Freud, en 1932, suggère qu'une des deux figures du rêve représente le châtiment, l'autre l'accomplissement du désir coupable. Il en conclut que dans le monde inconscient, lorsqu'on en accepte la punition, on peut se permettre ce qui est interdit. Tout rêve, aussi incompréhensible soit-il, est un acte psychique à part entière, plein de sens et de valeur. Comme l'a souligné René Caès, il est une forme de communication, tandis que penser, c'est agir à titre d'essai avec de plus petites quantités d'énergie. Alors je fais une toute petite parenthèse pour vous dire qu'au fond, une partie de mes travaux concerne aussi l'histoire de la psychanalyse de l'adolescent, d'où la perspective, après mon premier ouvrage sur Anna Freud et son école, d'aller aux origines, c'est-à-dire à l'adolescence de Freud. C'est dans cette perspective-là que j'ai publié 2 ouvrages. En fait, c'était un seul au départ, mais mon éditeur n'a pas voulu, il était trop volumineux, donc on l'a coupé en 2, Freud adolescent et Freud étudiant. Et comme je vois les ouvrages ici. Dans mon introduction très rapide, j'ai oublié de mentionner effectivement les... Voilà. Et je me permets alors...
Oui, et alors c'est la continuité, puisque je vois le second ouvrage sur la table, hein, le vocabulaire psychanalytique des processus adolescents, que nous avons dirigé au sein du SILA avec Philippe Givre, qui est au fond la continuation de l'histoire, dans le sens où Philippe Gutton, dans sa préface, indique qu'au fond cet ouvrage, il avait voulu le faire dans les années 80-90, et que finalement c'est à une autre génération, la mienne et celle de Philippe, que finalement cette possibilité a vu le jour, la possibilité donc d'un vocabulaire qui définit les éléments essentiels du processus adolescent. Bientôt, en 2025, sortira le tome 2, qui s'intitulera « Vocabulaire psychanalytique de la clinique adolescente », avant un tome 3, l'année suivante, je pense, qui sera consacré aux prises en charge thérapeutiques de l'adolescent. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, je reviens au rêve de Freud. Si on se décale justement du rêve, on se souvient également que Freud repère l'acte symptomatique comme le retour caché d'un souvenir infantile, qui inscrit l'acte comme une part de vérité historique du sujet. Alors, loin d'en faire un mauvais objet de la psychanalyse, Freud, au fond, repère la dimension symbolique d'un langage d'action, notamment dans l'analyse des souvenirs d'enfance de Goethe. L'acte symptomatique, jeter des assiettes par la fenêtre, les assiettes représentant le petit frère dont le petit Goethe voulait se débarrasser, est un acte relevant d'un langage symbolique. Cette dimension symbolique est le résultat d'un travail de transformation et de dissimulation d'un désir de meurtre initial pour en exprimer sa symbolique. Dans sa définition, le recours à l'acte renvoie, et notamment le terme recours, à l'idée de faire appel, de rechercher. Cette quête se fait par une activité régressive à l'adolescence, la motricité venant se substituer à la capacité à élaborer. Le terme recours vient du latin recursum, retour en arrière, le souvenir. L'acte sert de support représentationnel au conflit psychique qui, à ne pouvoir être mis en mots, retourne au langage moteur pour trouver une issue. La régression motrice dans un registre symptomatique est antagoniste à la mise en mots. Davantage que la capacité à fantasmer, c'est la possibilité de dire qui est remplacée par le langage de l'acte, doté d'une fonction messagère, comme le propose René Roussillon. Ce recours à l'acte représente l'effort déployé par l'adolescent pour intérioriser un événement tout à la fois source de sens et porteur des achoppements de son histoire infanto-pubertaire. On ne peut plus aujourd'hui penser le sujet sans penser la rencontre au sommet, décrite par Freud en 1905, entre l'infantile et ce que Philippe Gutton appelle le pubertaire, c'est-à-dire, c'est tout à fait explicite dans le troisième essai, sur la théorie de la sexualité, sans être transformée par l'adolescence, la conflictualité infantile éclate dans un conflit qui va donner au mieux des névroses, au pire bien au-delà de la névrose. Ça, je pense que beaucoup d'analystes, encore aujourd'hui, n'en tiennent pas suffisamment compte et vont directement de l'infantile à la psychopathologie de l'adulte sans passer par les impasses du processus adolescent. Sans processus adolescent, il n'y a pas de devenir subjectal, de capacité à devenir sujet. Dans l'après-coup de l'acte, certains adolescents, au contact flottant, distant, ne se présentent pas du tout comme des sujets impulsifs caractérisés par la pauvreté ou l'abrasion de leur activité fantasmatique lors d'un passage à l'acte. La tendance au repli, la mise à distance d'autrui, le silence ou encore la passivation du corps constituent autant d'éléments cliniques participant d'une position dépressive non élaborée à l'adolescence, destinée à préserver notamment l'adolescent de l'angoisse de perte d'objet, angoisse centrale du processus adolescent, entre autres. Et Winnicott a montré que l'acte symptomatique, à travers la tendance antisociale, notamment donc dans ce contexte-là, est une forme de message adressé à l'environnement, familial comme social. Je reçois Julien en psychothérapie dans un centre médico-psychologique. Souffrant d'idées suicidaires et se scarifiant, Julien, au bout d'1 an de psychothérapie,
a été arrêtée à l'occasion de vols de bandes dessinées dans un magasin concurrent de celui pour lequel travaille son père. Inquiète, sa mère fouille dans sa chambre, imaginant que ce vol est lié à l'influence néfaste des mangas qu'il lit à foison. Voilà un fantasme parental caractéristique. Le problème vient de l'extérieur et non pas de l'intérieur et des relations intersubjectives familiales. Elle trouvera en fouillant des mouchoirs ensanglantés dans la poubelle, Julien disant devant ses parents « Au moins, on sait que je me coupe ici ». Il est en première, il avance, il est en première et devient délégué de sa classe et m'annonce sans coup fait rire que désormais il vend du cannabis à toute sa classe. Dans la surenchère, il est question d'acheter de l'herbe par kilo sur la demande de son copain, me dit-il, comme si de rien n'était. Ce qui le préoccupe davantage dans cette séance, c'est de faire le psychologue avec tout le monde en recueillant les confidences de tous ses amis. Je flaire le piège, et donc il est très surpris par mon intervention lorsque je lui réponds que moi, ce qui me pose davantage question, c'est la vente d'herbe, en me plaçant volontairement sur le plan de la réalité, alors qu'il s'attendait très certainement à ce que j'explore la piste transférentielle, faire le psychologue comme moi dans la relation. Je me place à la fois sur le plan de la réalité, mais en même temps, vous allez l'entendre, sur le plan d'un surmoi protecteur. J'évoque le risque qu'il encourt et le scénario punitif qui peut se répéter, se faire arrêter, en insistant sur le fait que ce n'est pas une situation banale. Il me répond du tac au tac. Si je me fais arrêter, je préfère me taillader plutôt que de parler. Je lui réponds alors que se taillader, c'est transgresser un des interdits parentaux implicites, parce qu'il est bien sûr des interdits explicites, mais aussi implicites, c'est-à-dire qui ne sont pas toujours nommés et qui ne sont pas inscrits dans un règlement ou une loi. C'est donc transgresser un des interdits parentaux implicites, celui de ne pas attaquer le corps qui est le fruit de leur relation intime, soit une attaque fantasmatique de la scène primitive par la violence infligée au corps. Il est content que je m'implique dans sa réalité. Il a le sentiment que je me préoccupe vraiment de lui, qu'on touche là un point essentiel. En manque d'étayage narcissique, les adolescents qui recourent à l'acte ouvrent l'espace d'une dépressivité potentielle, car ces actes engagent l'adolescent à reconnaître sa défaite par rapport à la recherche d'un triomphe narcissique, mégalomaniaque. Cet appel objectal par le recours à l'acte relève par conséquent d'une sexualisation de l'agressivité sadique retournée sur soi, servant d'adresse à l'objet. Le recours à l'acte ouvre la voie d'une dépressivité supportable par la chute de l'idéal mégalomaniaque qu'implique l'ensemble de la séquence. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, cela implique un coup mégalomaniaque et un après-coup punitif, le temps de l'agissement du fantasme omnipotent, temps de dévoilement de soi, suivi d'un temps de reprise après-coup, à potentialité élaborative. Alors, bien sûr, d'autant plus élaborative si ça peut se parler avec un clinicien ou une équipe. Ce n'est pas sans écho avec la proposition d'Annie Biraud, qui indique dans son ouvrage Le corps adolescent, l'acte, secondairement, permet la réappropriation de ces représentations et leur élaboration dans un après-coup qui donne le temps de mobiliser les défenses adéquates et rend moins traumatique la rencontre du monde interne. L'adolescence serait donc le temps d'une série d'après-coups tendant vers la névrotisation des conflits, dans le sens de leur mise en fantasme progressive, à la façon d'une internalisation progressive de ce qui tend à être agi. On peut ajouter que chaque fois que l'identification opère et à ses fonctions symboliques menace de disparaître, l'acte provoque la renaissance d'un processus identificatoire possible dans la reprise masochique de la punition paternelle. L'identification au tiers est menacée de mouvements de déliaison à l'adolescence, d'où la nécessité de provoquer une précipitation identificatoire du côté de l'adolescent par un acte de défi, de provocation ou de transgression. Ce type d'acte à l'adolescence relève d'une tentative d'appropriation subjective
à visée de relance identificatoire, évidemment dans un registre tout à fait inconscient. L'appel au tiers représenté par le recours à l'acte ne concerne pas seulement le tiers paternel. Il s'inscrit dans une quête d'expérience venant contenir l'expansion du moi. L'acte de confrontation, qui a pour visée inconsciente une punition, ne se substitue pas au fantasme, il tente d'en restituer les limites de son espace. Agir dans cette perspective met en jeu l'environnement comme instance de désillusion. Mais ce n'est pas seulement le fait de trouver une butée qui compte, mais de sentir la possibilité de chercher l'objet et de pouvoir l'utiliser, de se cacher comme l'enfant dans l'espoir d'être trouvé, dans une logique de passage entre narcissisme et quête d'altérité. Par l'acte, le vécu d'une souffrance investie garantirait par conséquent la continuité psychique de l'adolescent qui ferait de cette épreuve de passage un temps fort de son travail de personnalisation. C'est dans les moments de vide intérieur, de rupture menaçante de la vie fantasmatique que le sujet sent le besoin d'une souffrance masochiquement investie, souligne Rosenberg. La solution masochique s'impose alors au moi comme un compromis toujours possible quand le moi est menacé de débordement, écrit encore Philippe Jamet lorsqu'il met en avant la dimension traumatique d'une conduite masochique. Le travail de personnalisation et de différenciation prend une forme plus définitive au moment de l'adolescence, à partir des débuts de ce travail-là, chez le bébé, comme on le repère dans l'œuvre de Winnicott. Ce travail de personnalisation et de différenciation donne accès à un espace psychique à soi, contenant, ouvrant sur la capacité régressive à rêvasser, sans perdre pour autant son sentiment d'identité. Pour les adolescents qui n'ont pas de retour après avoir agi de la part de l'environnement, pour lesquels les actes donc restent lettres mortes, sans répondant, on peut craindre qu'ils se mélancolisent et se dépersonnalisent, jusqu'à ne plus sentir que la réalité de la violence, propose Winnicott. Voilà un point de passerelle entre le recours à l'acte et le passage à l'acte, jusqu'aux actes les plus extrêmes. Et comme le rappelle Rosenfeld, l'identification primitive peut se perdre à la suite d'un événement traumatique. Les identifications introjectives ne sont pas inaltérables, ce qui implique une psyché toujours en mouvement, en tout cas au moins jusqu'à la fin d'adolescence, si on considère qu'il y en a une. Toute introjection peut donc se perdre, ou perdre les liens des relations avec les traces mnésiques. Les identifications pathologiques seraient liées à des figements, des agrippements douloureux, au lieu d'une mise en forme du flux pulsionnel entre sujet et objet investi. Vous allez voir là, dans la situation clinique, qu'on est plus proche, au fond, qu'on est probablement dans une situation intermédiaire entre recours et passage à l'acte, à travers la situation de Nathan, qui a 17 ans, lorsque je le reçois accompagné par ses parents pour plusieurs entretiens de consultation initiale. Il est fils unique et il est réticent à cette proposition portée par sa mère, venir me voir, tandis que le père, lui, est plus ambivalent, ce qui, au fond, ne commence pas très bien. Une fois seul, Nathan me raconte que sa mère le rend fou. Elle ne supporte pas qu'il passe du temps sur son ordinateur alors que ses résultats scolaires ont chuté. Et leurs disputes prennent régulièrement un tour tout à fait passionnel. Dans un premier temps, Nathan protège son père de toute critique, même s'il finira par dire que les conflits de couple sont incessants, au point que son père a récemment déménagé sans pour autant se séparer de sa mère. Ce qui évidemment commence à attirer mon attention sur les enjeux de séparation, l'impossibilité de se séparer vraiment, illustrée par ce qui se passe dans le couple. Au cours de cet entretien, il se demande s'il est normal, car il va de fille en fille et se sent dépendant des relations sexuelles qu'il vit sans tomber amoureux, en passant d'une fille à l'autre. Le complexe de Don Juan et de son homosexualité refoulée ne semble pas loin. Et autour de ces confidences, malgré le fait qu'il ne veut pas venir, une d'elles me surprend. Il m'explique ressentir le besoin de se battre, car au lycée, il fait partie d'un petit groupe de camarades
qui partage le même point de vue politique qu'Éric Zemmour. Il va donc coller des affiches pour cet homme politique et provoque sans cesse, à cette occasion, des opposants d'extrême gauche pour en découdre. Si le discours idéologique prend peu de place dans son propos, j'entends surtout le besoin de retrouver un corps à corps primaire sans que jamais lui ne fasse le lien avec ce qu'il vit avec ses parents, qui se disputent tout le temps une autre forme de corps à corps. L'idéalisation de son père résonne avec son besoin de retrouver un père affectueux, ce qu'il a sans doute pas assez vécu. Le père, pourtant espéré comme un allié pour Nathan, se désolidarise pour finalement critiquer les attitudes désinvoltes et transgressives de son fils, alors que dans les premiers entretiens, c'était le conflit conjugal sur lequel insistait le père. Le père qui dénonce cette fois le fait que Nathan ne respecte pas sa parole. Il laisse ses affaires partout, désobéit, parle mal, ne fait que ce qu'il veut. Ce que j'entends du côté de Nathan comme une lutte contre la dépendance aux objets parentaux, via toutes sortes de stratégies pour tenter d'échapper à leur regard et à leur jugement. J'énonce à Nathan et à ses parents, au bout de quelques séances de consultation initiales, je reçois systématiquement les parents, y compris parce que pour moi, l'adolescence n'est ni une phase de développement, ni une crise, ni une période, c'est un processus et une position. Par conséquent, une jeune fille ou un jeune homme de 21 ans qui viennent me voir, si ce sont les parents qui payent les séances, je demande aux parents de les voir au moins une fois. Voilà. Pour ne pas nier le fait qu'au fond, ce n'est pas une question d'âge ou de majorité, c'est une question de dépendance. Dès que l'adolescent est encore dépendant de ses parents, pour moi c'est un adolescent, non pas un adulte. J'énonce donc à Nathan et à ses parents qu'il y a sans doute trop d'excitation au sein de ce trio, ce qui pourrait par exemple jouer notamment un rôle dans la difficulté de concentration de Nathan au lycée. Chacun semble acquiescer, mais Nathan, lui, se sent surtout blessé par ce retour de l'alliance parentale à cette occasion. Ce couple qui se reforme devant lui pour concentrer leur critique sur lui et non pas entre deux. Nathan semble chercher un père qui le déprendra d'un lien trop serré avec une mère fragile, celle-ci le considérant encore comme un enfant, sans avoir intégré le changement pubertaire de son fils. Les entretiens vont cesser avec Nathan, car contrairement à la mère, le père va cesser de soutenir la démarche jusqu'au bout, au moment où Nathan lui s'oppose à cette psychothérapie vécue comme une espèce de punition de la part des parents. La séquence où le couple parental s'allie contre lui donc, est probablement une des raisons de son rejet de la psychothérapie, vécue comme la vengeance exercée par ses parents qu'il désigne comme le principal symptôme familial, ou encore celui qui est fou. Pour le moment, il est en proie à une violence fraternelle, source de satisfaction, où l'autre est l'ennemi. Le double a dominé dans un contexte de violence en groupe. Il n'évoquera jamais cette dimension groupale. Ces violences ont par ailleurs pour effet d'inquiéter sa mère qu'il voit rentrer chez elle couvert de bleu, mobilisant sa surveillance et les conflits qui accompagnent son inquiétude, sur fond d'impasse du travail de séparation, la façon dont les adolescents excitent la relation avec un parent très inquiet, pour au fond figurer la difficulté à engager le travail de séparation. La baston, la rixe entre bandes rivales, évoque une scène traumatique, dans le sens d'un trauma psychique. La tentative de lier l'excitation, tout à la fois homosexuelle et meurtrière, passe par des actes bruts avant de pouvoir être parlée et transférée au sein de la psychothérapie, en tout cas de quelques entretiens ici. Quoique pouvant servir de masque à des affects narcissiques sous-jacents, peu exprimés, comme par exemple la honte et l'humiliation, l'acte de parole a tendance à secondariser, y compris dans ses aspects les plus inhibés, le rapport entre corps et fantasme. Ici, l'angoisse de la mère laisse entendre qu'elle a pu être une mère trop proche de son fils. Trop sur mon dos, me dit Nathan, comme pour évoquer un corps à corps aussi avec la mère, rappelant les premiers temps de la relation mère-bébé.
Cette métaphore ne mobilise pas seulement les affres de la séparation, mais suggère une carence maternelle par excès projectif de préoccupations libidinalisées, hyper excitantes, à défaut de pouvoir proposer plutôt une enveloppe de contenance par excitante qui dégagerait Nathan de son besoin de corps à corps. Je m'arrache, disent souvent les adolescents, mobilisant inconsciemment une tentative de séparation par arrachement du peau à peau. Quand les frontières intersubjectives ne peuvent pas se développer, la peau devient ainsi la frontière du duo plutôt qu'un soi qui s'enroule autour du sujet. La haine des anti-zémouristes représente un mouvement projectif. Souvent associé au clivage, la haine se met au service du moi lorsque la partie mauvaise en soi n'est pas intégrée. L'adolescent va s'employer à trouver en dehors de lui l'écho de ce qu'il éprouve, une défense par l'extériorisation, comme le rappelle Annie Biraud. Quand on interroge certains adolescents qui frappent quelqu'un violemment dans le bus ou dans le métro, par exemple, ils disent parfois « c'est l'autre, il m'a mal regardé ». Projeter le mauvais sur l'objet externe assure ainsi au moi un sentiment de sécurité interne, moyennant une forme de déni. En situant le problème du côté de l'objet externe, la haine de l'autre constitue un facteur d'unité interne, une protection contre le risque d'éclatement de l'intégrité narcissique. Le moi recourt à un mode de défense plus archaïque par la motricité lorsqu'il est menacé d'effondrement. Le vécu qui prédomine renvoie à un sentiment de menace narcissique identitaire, à un vécu d'attaque du sentiment d'identité où le sujet ne se sent plus réel. Pour reprendre contact avec son sentiment d'exister, Nathan passe par l'autre pour éprouver ce sentiment sur le mode de la certitude mégalomaniaque. Il va vaincre l'autre, il en est sûr, en dépit d'une carrure physique peu en rapport avec son ambition. En l'absence d'une réponse parentale suffisamment bonne, la violence devient la seule réaction possible face à un environnement vécu comme un persécuteur interne. Face aux tendances destructrices et ses effets désorganisateurs, l'intégration du par excitation est associée au travail de symbolisation afin de transformer une excitation interne en une représentation chargée de sens. Essentielle comme expérience primitive chez l'enfant, elle est convoquée à nouveau au moment où le réel pubertaire devient une réalité effractante, renforcée ici de façon traumatique par l'excitation familiale. Alors, je ne sais pas s'il nous reste suffisamment de temps pour que je vous propose quelques éléments concernant une situation de changement de sexe. Hein, je crois qu'on ne pourra pas là, parce que ça sera juste. Parce que là, je suis à la page 8 et j'avais... revenir. Et voilà. Je reviendrai. Hein. Je ne vais pas citer Arnold Schwarzenegger, mais je reviendrai. Alors, bon, comme il nous reste une dizaine de minutes, une quinzaine peut-être, ouais. Je vais revenir, je vais sauter ce passage-là. Peut-être vous pourrez, si ça vous intéresse, je reviendrai si vous me réinvitez, avec plaisir. D'autant plus que ça me rappelle des souvenirs. Tours, évidemment, c'est mon premier poste universitaire en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'était à Tours, à l'université. Je dois dire que ce n'était pas de tourpeau. La psychanalyse n'était pas toujours la bienvenue, c'est une litote. Je vous propose, si le sujet vous intéresse, on a fait un colloque sur adolescence et troubles de l'identité sexuelle il y a maintenant un peu plus d'un an. Ce colloque a été publié à travers des articles dans la nouvelle revue de l'enfance et de l'adolescence, il y a 6 mois de ça, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous trouverez cette situation clinique exposée, en tout cas dans ce numéro de la nouvelle revue de l'enfance et de l'adolescence. Alors, un certain nombre d'éléments que je propose ici. Alors, vous avez repéré la différence entre recours et passage à l'acte. Bon, j'essaye de travailler autour de ces sujets-là. Bien sûr, Claude Ballier a
presque pratiquement au même moment, faisait émerger la notion de recours à l'acte dans une toute autre acceptation. Hein. Bon, voilà, il se trouve que ce sont des choses qui arrivent dans le champ scientifique. Alors, quelques mots quand même sur la question de la parentalité, parce que je pense que ça nous touche aussi, nous, cliniciens, dans nos positions, au fond, parentales de transfert, quand on est en contact avec les adolescents. On ne peut pas affirmer décemment que le processus adolescent se mène seul, tant l'importance du pubertaire parental et de la capacité à remodeler son investissement envers son enfant reste centraux dans l'accompagnement parental de toute adolescence et dans le soutien narcissique essentiel, l'étayage narcissique essentiel que cet accompagnement implique. Pour que l'adolescent puisse s'identifier à ses parents, il est indispensable que ceux-ci le désinvestissent comme objet de complétude. Un adolescent de 14 ans vient un jour accompagné de sa mère, son père étant mort et le beau-père se mêlant peu de la vie familiale. Le discours de la mère d'Ethan, ce sont des prénoms d'emprunt évidemment, envahit quasiment toute la séance. Elle se plaint du fait que son fils vient d'être arrêté par la police pour avoir tenté de vendre de l'héroïne dans un quartier réputé pour être un haut lieu de vente de drogue. Son angoisse est tellement focalisée sur son fils qu'elle a accepté de ne pas voir régulièrement son amant, par ailleurs passablement disqualifié. Dès la séance suivante, Ethan, au contact plutôt doux, tranquille, m'explique qu'il n'a aucune envie d'être là, que son seul but est de gagner sa vie pour fuir sa mère qui le flique, me dit-il, sans cesse, et le punit comme un enfant. À 14 ans, sa scolarité est largement désinvestie, ce qui est l'objet de nombreux conflits avec sa mère, qui met sans cesse le feu libidinal à la relation avec son fils. L'intimité de ce dernier consiste à garder pour lui un fantasme magique d'indépendance, à savoir gagner sa vie en secret en vendant de la drogue, pour pouvoir rompre avec elle sans en passer par un cheminement intérieur aboutissant à un véritable dégagement psychique des conflits associés à la séparation. En même temps, ma question, c'est a-t-il le choix ? Quant à s'avirer pour vendre de la drogue, il ne voit pas du tout où est le problème, ce qui évidemment fait question. Il est en revanche beaucoup plus prolixe pour décrire l'ambiance à la maison, ses deux sœurs aînées ayant une relation conflictuelle avec leur mère, alors que lui a tendance à faire plutôt profil bas. Une de ses sœurs mobilise également l'angoisse massive de la mère, qui m'appelle régulièrement ou à défaut m'envoie des textos pour dénoncer l'attitude jugée nonchalante de son fils. Elle voudrait qu'il change tout de suite et qu'il se conforme à ses injonctions à elle. Cette sœur dont il me parle s'est rapprochée d'un islamisme radical, portant le niqab, ce qui mobilise sur un mode maniaque l'anticipation anxieuse de la mère, folle d'angoisse et ne pouvant parler que de ses enfants dans l'actuel, alors que l'histoire familiale est lourde et complexe. À la suite de cet entretien où Nathan a pu déposer sa préoccupation, il cessera de venir aux séances. Je dirais à la mère, à mon sens, c'est trop tôt pour la psychothérapie, c'est pas le moment. Une démarche éducative, comme par exemple une assistante éducative en milieu ouvert, pour réguler la conflictualité incendiaire, familiale, serait sans doute de plus ajusté à la situation. Cet exemple d'une mère qui excite le lien au lieu de le transformer, faisant ainsi chauffer la marmite du noyau pubertaire incestueux, rappelle que maintenir l'unité narcissique dans un lien d'emprise s'oppose au devenir sujet, qui passe par un lâcher-prise concernant l'objet des deux côtés, c'est-à-dire l'abandon de la mainmise narcissique et du contrôle de l'objet. Ce type de lien ne peut pas résister à l'introduction d'un tiers, ni à la différence, ni même à l'indépendance. Il ne peut résister à aucun écart intersubjectal, tout relâchement des liens ou résistance objectale devenant synonyme de trahison, en tout cas pour cette mère. Difficile alors, du côté des cliniciens, de prendre la place d'un sujet parental de transfert pour l'adolescent, ni celle d'un parent du parent dans le transfert parental, la mère sollicitant davantage ici, avec moi,
un transfert sur le mode d'un double narcissique d'étayage pour elle. Cette situation clinique illustre le point de vue d'André Green, lorsqu'il écrit « C'est le faux self des parents que l'adolescent, dans cette période heureusement limitée, peut voir. Il en guérit ou pas, car il n'est pas sûr qu'il en guérisse. » Pour Ethan, dénoncer l'emprise maternelle n'équivaut en rien à une avancée élaborative concernant son monde interne. Se penser dans le cadre psychothérapeutique étant trop confondu avec la mère qui consomme du psy, sans pour autant pouvoir se pencher véritablement sur ses conflits internes. L'adolescent, par l'accès à la génitalité, participe inconsciemment au réveil de la sexualité d'un de ses parents, ou des deux. Cette excitation, pour être élaborée dans le sens de l'organisation oedipienne, est censée être reconnue par ce parent. Chaque parent est censé reconnaître le pubertaire de l'enfant et déplacer l'excitation sur un partenaire qui intègre le tabou de l'inceste au niveau interne comme au niveau familial. L'adolescent est par conséquent celui qui est susceptible de mettre en crise les parents et le couple. Le cadre parental est fortement sollicité dans sa fonction contenante et de transformation des angoisses de l'adolescent, d'autant que ce dernier, plutôt que de s'impliquer dans le changement qu'il vit, a souvent tendance à incriminer la représentation que ses parents et quelques autres ont de lui. La déception ressentie par certains parents, jusqu'au sentiment de trahison, relève du maintien de la part narcissique attachée à l'enfant, qui, à l'adolescence, provoque une rupture avec l'enfant fantasmé idéal que ces parents-là ont en tête, d'autant plus que lorsque cet idéal a pour visée inconsciente, et parfois consciente d'ailleurs, de réparer l'histoire d'un parent ou des deux. C'est une véritable rupture de séduction qui opère alors, au risque de sentiments persécutifs mutuels sur fond d'enjeux d'emprise et de déprise. Ce que Guthon appelle l'obsolescence des parents implique que ce sont des séducteurs délaissés au moment de l'adolescence, ce qui n'est pas sans point de contact avec ce que Winnicott évoque sur un autre registre, lorsqu'il indique que grandir à l'adolescence implique de passer sur le corps mort de l'adulte. En somme, on pourrait y revenir, bien sûr, pour déplier un peu tout ça. L'adolescent, comme ses parents, sont engagés dans un mouvement similaire de désidéalisation mutuelle, impliquant à la fois un meurtre symbolique par des investissements libidinal, ainsi qu'un travail de séparation au service du processus de subjectivation pour chacun. Dans cette perspective, le parent est convoqué à la place de l'absent, ou plutôt du discret, celui qui alterne entre présence et absence, sans chercher à imposer son idéologie libidinale, notamment sous le prisme, sous le cache de fantasmes éducatifs énonçant une pseudo-vérité non contestable, comme par exemple, dans énormément de situations, la scolarité, justement. La scolarité qui vient, au fond, raconter une toute autre histoire que les notes, etc., même si ça existe aussi. Mais évidemment, enjeu d'emprise parentale. En somme, lorsque l'adolescence du parent n'a pas été perlaborée, le pubertaire de l'enfant s'impose et appuie sur la blessure parentale, sur fond d'incapacité à être seul ou séparé, psychiquement comme physiquement. Alors, pour conclure, eh bien, pour les parents, il est question d'élaborer les résistances à la modification de la position d'enfant, de parent d'enfant à parent d'adolescent. Et les épreuves pour chaque parent sont multiples. Une épreuve de séduction, dans le sens où l'obsolescence érotique des parents implique un certain lâcher-prise quant aux enjeux de séduction qui irriguent le lien parent-enfant. Il est notamment question de résister à la séduction de l'adolescent, opérant notamment au détriment d'un des deux parents. Je séduis maman pour mieux rejeter papa.
Deuxième perspective, une épreuve générationnelle, dans le sens de survivre aux attaques de l'adolescent, fantasmatiques comme relationnelles, sans se persécuter, ni abandonner la partie en se réfugiant en tant que parent dans une position de retrait. Certains parents disent « je lâche l'affaire, qui se débrouille ?» Ben non, ce n'est pas le moment. C'est trop tôt. Troisième point, une épreuve d'altérité qui s'appuie sur l'écart entre les fantasmes narcissiques parentaux et ce que devient l'adolescent une fois passé par l'épreuve de la puberté. Autant le registre identificatoire envers un enfant s'inscrit dans une certaine continuité, en dépit des différences propres à la personnalité de l'enfant, autant rien ne peut préparer un parent à la radicale altérité de l'adolescent, que ce soit au niveau du corps troué par la puberté ou de la vie psychique de l'adolescent, certains parents disant « je ne me reconnais plus dans mon enfant » une fois que cet enfant est devenu adolescent. Une épreuve évidemment de distanciation, car les enjeux de séparation à l'adolescence mobilisent chez chaque parent une capacité à tolérer un écart inédit dans le lien, ouvrant sur une présence parentale plus discrète, contrairement à la présence plus continue entre parents et enfants. Alors pour conclure ma conclusion, je vous propose de faire une petite translation entre nous, adultes, qui sommes des objets parentaux de potentiels de transfert pour les adolescents. Et pour faire beaucoup de supervision, que ce soit mon cabinet ou des supervisions d'équipes éducatives, par exemple, en institution, j'entends beaucoup de choses. Et notamment des équipes qui ont tendance à entrer dans un clivage où l'adolescent est le mauvais par ses agirs et, sous-entendu, l'équipe est bonne, où il est question d'enjeux de pouvoir, ce qui mobilise énormément de réticence, voire de violence, chez les adolescents, qui vivent au fond les positions adultes, y compris soignantes, comme un enjeu de pouvoir, dans le sens un enjeu d'emprise. Qui va gagner? Et au fond, c'est par moments, dans certaines équipes, une position à la fois surmoïque et narcissique. Si, adressée à l'adolescent, si tu ne fais pas comme moi, si tu n'es pas sage et que tu ne respectes pas les règles, eh bien tu seras haï et rejeté. Nombre d'institutions, au premier acte transgressif, pensent à rejeter l'adolescent de l'institution, ce qui pour moi est une catastrophe, véritablement, parce que ces adolescents-là, à force d'être rejetés, qu'est-ce qui se passe? Ça illustre exactement ce que je vous proposais tout à l'heure sur ces adolescents qui lancent une bouteille à la mer, Winnicott, la tendance antisociale, et qui, à défaut d'être entendus dans leur message en SOS, finissent par se dépersonnaliser et se mélancoliser jusqu'à ne plus ressentir que la réalité de la violence, c'est-à-dire à passer d'un recours à l'acte à un passage à l'acte, et là, autrement plus violent. Et un autre exemple dans la clinique institutionnelle qui m'a été donné d'entendre, une psychiatre sans doute pas très bien formée, parce que c'est quand même un gros problème actuel, le nombre d'équipes où les gens ne sont pas formés. Quand ils ne sont pas formés à entendre l'adolescent là où il se situe psychiquement et émotionnellement, et non pas là où sadiquement, de façon sadiquement raisonnable, on voudrait qu'il soit, on a des positions comme celle-là, dans un groupe interdisant aux adolescents de rire. Vous voyez? Pourquoi? Il y a une intuition derrière quand même. C'est que le rire, ça provoque de l'excitation. Évidemment, elle est inquiète de ne pas pouvoir maîtriser, contrôler les adolescents. Et si vous vous rappelez du Nom de la rose, que ce soit le film ou l'ouvrage d'Umberto Eco, alors, alerte, spoiler. L'enjeu central, c'est quand même que certaines figurations ne fassent pas rire, parce que rire, c'est excitant. Et donc, il y a une intuition derrière que oui, l'excitation, par définition, c'est libidinal, c'est sexuel. Vous voyez, toutes les défenses, au fond, que certains adultes sadiquement raisonnables peuvent mettre en place. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est aussi tout le travail de supervision par quelqu'un qui entend, qui sait entendre. Bon, je suis obligé de faire une petite incise, même si le temps me manque un peu, mais on nous rabat les oreilles, y compris à l'Université de Tours, depuis 30 ans, sur le fait que la psychanalyse, ce n'est pas scientifique. Non. Toutes les études scientifiques sont favorables
aux approches dites dynamiques. C'est un trop gros mot de prononcer le mot psychanalyse, donc on parle d'approche dynamique. Toutes. Et les 2 dernières en date qui sont à la fois tragicomiques, tragiques parce qu'elles enfoncent des portes ouvertes, et ils mettent des millions pour prouver, et comiques parce qu'au fond ça revient à dire toujours la même chose que nous on sait empiriquement depuis plus d'un siècle maintenant. Donc c'est à la fois... bon, bref. Les 2 dernières études, quelle que soit la méthode utilisée, ce qui est thérapeutique, c'est la qualité du lien au thérapeute. Incroyable. Formidable. Qui travaille de cette façon-là dans la durée? Ce sont les cliniciens d'orientation analytique. Alors ça, ils ne le disent pas, parce qu'il ne faut pas trop troubler le jeu, fâcher. Mais en sous-main, évidemment, c'est quand même une démonstration absolue. 2e étude plus récente, pour les traumas complexes, plus le trauma est complexe, plus les thérapies longues sont efficaces. Suivez mon regard. Quelles sont les thérapies courtes? Bon. Donc vous voyez que tout ça va toujours dans le même sens. Et pourtant, le numéro de l'Express de mi-août a rejoué la même scène. C'est pas scientifique, ce n'est pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, il faut aller du côté du neurodéveloppement ou des thérapies comportementales. Voilà, c'était mon cri du jour. Je vous remercie pour votre attention et ouvrons la discussion. Pour lancer un peu la discussion, moi je me disais, là, vous écoutez par rapport à la question du recours et la façon dont on peut écouter le recours, je dirais que le revers serait de vouloir trop interpréter l'adolescent en pensant que tout ce qu'il nous adresse, c'est forcément qu'il dit autre chose. Et voilà, un peu d'humilité, en tout cas, voilà, sauf à suivre quelqu'un sur vraiment un temps suffisamment long. Oui. Mais quand on est, je vois bien, en équipe éducative, etc., voilà, on se tourne vers quelqu'un qui est censé savoir, et quelqu'un censé savoir peut être très, très, très tenté d'en savoir quelque chose. Et voilà, comment faire aussi avec à la fois cette demande-là et en même temps la demande de pouvoir décaler un peu le regard primaire qu'on peut avoir sur une situation, et en même temps, voilà, ne pas interpréter trop. Voilà, je ne sais pas, voilà, est-ce que vous pourriez... Alors, je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire trop interpréter. Oui, voilà. Mais est-ce qu'on peut trop interpréter ou interpréter mal, ou est-ce que, ou alors est-ce que ça fait partie du temps de l'élaboration aussi des personnes autour? Alors, je pense que c'est très différent si on parle de l'adolescent ou si on parle de l'équipe. Pour un adolescent, je pense qu'on est souvent très discret sur le plan interprétatif, oui, dans la mesure où c'est un temps de grande fragilité des défenses, le temps d'adolescence. Donc si on interprète, on pénètre, et parfois on fait effraction, ce qui a un effet tout à fait contraire à celui qu'on souhaite. Donc on est plutôt à accompagner la tempête, à proposer un étayage, et à, au fond, familiariser la vie psychique de l'adolescent avec des représentations qui ne sont pas forcément celles qu'il a. Alors si déjà on arrive à laisser cette trace-là, même parfois quand l'adolescent veut arrêter et qu'il ne vient plus, on travaille sur la trace. Je pense qu'en équipe éducative, c'est la même perspective. On travaille sur la trace. Moi je suis très frappé dans de nombreuses équipes éducatives, ça a toujours été quelque chose qui m'est revenu par les éducateurs, à savoir des adolescents qui mettaient le feu à l'institution à 15-16 ans, et qui ont quand même accroché quelque chose sur le plan transférentiel, même quand ça s'est mal terminé, reviennent voir à l'occasion d'une fête du foyer, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, les éducateurs, et disent « bah oui, finalement, j'ai trouvé une voie professionnelle, j'ai une copine, les choses se sont quand même mises en place ». Avec évidemment toujours des soucis, la conflictualité n'est pas résolue pour autant, mais on voit qu'il y a une trajectoire liée au processus adolescent qui a eu lieu. Donc ça montre que la trace qui a été laissée sur le plan transférentiel, elle a produit des effets par accrochage identificatoire et par certaines mises en sens. Hein. Ce que proposait d'ailleurs Winnicott, au fond, avec ces adolescents-là, la tendance antisociale, c'est souvent plutôt par une approche éducative
qu'on accroche quelque chose avant éventuellement de pouvoir, travail préparatoire au fond à une psychothérapie potentielle. Si on se situe du côté de l'équipe, moi il me semble que le risque dans les équipes, c'est surtout la sidération de la pensée, le figement de la pensée dans le sens où on est parfois très surpris par certains moments transférentiels avec les adolescents, parce que c'est une pulsionalité brute qui intervient, peu transformée, pas toujours transformée, et que ça peut, au fond, un peu laisser, sans mise en sens. Donc il me semble que là, l'interprétation, elle ne peut pas être en trop, si on pense en plus à la proposition de Freud, quand il évoque l'interprétation sauvage. Ça peut être pas au bon moment, mais ça n'est jamais problématique en soi. Voilà. Donc pour les équipes, moi je crois qu'il faut nourrir les équipes de mise en sens qui permettent au fond d'ouvrir le spectre élaboratif. Ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité, hein, c'est ça, effectivement, je suis d'accord avec vous, on a toujours une position modeste, tout simplement parce que la clinique est toujours beaucoup plus complexe que toutes les théories du monde. Et donc bien sûr qu'on a une position de modestie, mais voilà, que ça nous permette quand même une mise en sens, y compris des éprouvés, parce que le transfert déposé par l'adolescent, c'est pas toujours de la tarte, c'est quand même parfois du brut. On peut avoir envie de le gifler, on peut avoir envie de l'insulter, quand il nous dit des mots insupportables, etc., etc. Donc ça, c'est important de pouvoir le partager en équipe, je crois. Y compris pour éviter ce que j'évoquais tout à l'heure, en conclusion, les effets de clivage. Parce qu'il y a des histoires, quand même, moi j'entends des histoires assez épouvantables au niveau des institutions. Sur une prise de parole. Oui. Bonjour. Essayez de parler. Merci pour votre conférence. J'aimerais savoir, c'est peut-être un peu déplacé, je ne sais pas, si on peut mesurer dans votre pratique, dans les cas que vous rencontrez, l'impact de la crise du Covid et au niveau de la parentalité, la monoparentalité qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Alors, deux questions en une. Oui. Voilà. Et le Covid, je pense qu'on est tous informés des effets du Covid sur la psychopathologie des adolescents et des jeunes adultes. On a tous eu des échos, anorexie mentale, dépression, scarification, etc., etc. Moi, je crois que le Covid, et notamment la période de confinement, a été terrible pour certaines familles. Et j'ai eu, bien sûr, à mon cabinet, des adolescents et leurs parents venant raconter ça. Notamment, par exemple, je pense à un adolescent qui s'est complètement isolé dans sa chambre pendant toute la durée du confinement, ce qui a laissé une trace par la suite, y compris dans la relation avec ses parents, une fois que ça s'est réouvert. Moi, je crois que ça provoque une crise, au fond, la chose la plus simple. C'est un moment de rapprocher. C'est un moment de rapprocher où on se retrouve parfois dans des espaces assez petits, des appartements à Paris par exemple, où il y a très peu d'espace et où on se retrouve confiné, au moment où il est question pour l'adolescent de se dégager, pour reprendre l'expression de Freud, de se soustraire à l'autorité parentale, c'est-à-dire de commencer à désinvestir de libido les parents de la petite enfance. Comment faire ça quand on voit ses parents au quotidien et qu'on ne peut pas leur échapper si ce n'est par une position de retrait. Évidemment, les parents étaient inquiets pour cet adolescent parce qu'il était non seulement en position de retrait narcissique, mais en plus il était devenu quasiment mutique. Donc il commençait à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Et puis il y a aussi d'autres situations cliniques où... Mais alors, je pense par rapport à la monoparentalité, oui, c'est peut-être encore plus net, être dans un face-à-face avec un seul parent, toute l'angoisse liée à la reviviscence de l'Oedipe pubertaire. Et tout ce que ça vient convoquer, y compris comme positionnement assez archaïque de la part de l'adolescent. Je pense aussi à une autre situation clinique qui m'a été donné de rencontrer, où le Covid a été en quelque sorte l'événement déclencheur de ce que j'ai pu comprendre du fond de la problématique. Parce que c'est grâce à l'évocation de la période du Covid
que j'ai compris que la relation entre un adolescent et ses parents était axée sur une régression orale où tout était possible sur le plan alimentaire, avec un adolescent très grand et obèse. Et donc que ce soit comme événement déclenchant ou comme cristallisation, au fond, comme moment de cristallisation d'une impasse du processus de subjectivation à travers les enjeux de séparation et de perte d'objets, je crois que le Covid a évidemment eu un effet certain sur le plan clinique. J'aurais une question autour au sujet de l'écoute du recours à l'acte de l'adolescent pour éviter le clivage entre équipe et la souffrance de l'adolescent et de l'adolescent. Mais ma question tourne autour de comment on peut accueillir ça, jusqu'à où il faut qu'on accueille ça pour aussi prendre soin du groupe de pairs et de l'institution d'un point de vue général. Alors la question, au fond, c'est comment, au niveau institutionnel, on entend un recours à l'acte, notamment vis-à-vis du groupe de pairs. C'est ça. Alors oui, c'est une question institutionnelle qui revient souvent. C'est-à-dire, ah oui, mais si on ne sanctionne pas, pour les autres, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors, moi je crois que trop souvent, on envisage la sanction seulement sur un mode punitif, y compris dans les collèges et lycées, sans envisager d'autres positionnements du côté de la contenance. Je crois que l'un et l'autre sont indispensables, c'est-à-dire, pourquoi pas effectivement poser une limite, mais à condition que ce ne soit pas idéalisé comme le point ultime de positionnement transférentiel et thérapeutique pour l'adolescent. Qu'on marque une butée, oui, certainement, mais à condition qu'on accompagne aussi l'adolescent dans la traversée de ce travail-là, sans jugement, parce qu'au fond c'est ça aussi qui définit notre positionnement, c'est la suspension du jugement de valeur. Pas toujours simple. Suspendre le jugement de valeur pour accueillir sa parole et pouvoir justement lui faire bénéficier de cet effet d'après-coup que j'ai évoqué, où on commence à mettre en mots, parce qu'on a créé au préalable un lien de confiance qui permet d'installer un transfert positif et qui permet que ce recours à l'acte déposé au sein de l'institution ne soit pas vécu sur un mode persécutif, mais sur un mode de « on va en parler, parlons-en ». Ok, il y a une limite, mais on continue d'en parler et d'essayer de contenir. Pourquoi ? Parce que certains adolescents finissent par se persécuter, et là aussi c'est une source de passage à l'acte, si le seul discours qui leur est renvoyé est un discours punitif. Et on voit bien certains CPE, certains directeurs de structures n'être que envahis par un discours de sanction et de punition. Oui, mais ça, c'est pas avec ça seulement qu'on soigne. C'est même rarement avec ça qu'on soigne, même si c'est parfois nécessaire, y compris pour l'équilibre institutionnel, de poser la limite. Mais quand la limite, c'est renvoyer l'adolescent, bah, ça veut dire que bon, on a lâché l'affaire. On ne soigne plus. On renonce aux soins. Bon. On va être obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette conférence dense. Simplement que sur c'était l'inauguration de l'année pour nous, l'entrée, faire venir Florent Houssier sur l'ouverture d'un cycle autour de l'adolescent, psychopathologie en même temps, en tout cas ne serait-ce que de la clinique adolescente.